Comme la série d'Éric Rochant repose sur lui, il a une fois encore rangé ses gants pour retrouver son costume d'agent dans la nouvelle saison du Bureau des légendes qui débute ce soir sur Canal. Le cinéma est-il pour lui un sport de combat? La question de l'identité le travaille-t-elle dans la vie comme à l'écran? Qui est-il? Tiens, acteur, réalisateur Mathieu Kassovitz est notre invité à écouter tout de suite en direct sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. La grande table. Olivia Gesbert. Dans cette 4e saison du Bureau des légendes, Guillaume de Bailly, alias Paul Lefebvre, alias Malotru, tour à tour électron libre, agent double, otage, et maintenant en fuite, réfugié à Moscou après une 3e saison essentiellement syrienne, cap à l'Est, aujourd'hui dans le Bureau des légendes, avec une libellule et un clandestin chargé d'infiltrer le milieu des hackers russes sur le front feutré de la cyberguerre. 2 postures, défensives ou offensives, bande-annonce. Moscou, c'est là que j'irai. C'est une fourmilière. On n'a quasiment aucune chance de le retrouver. Il le sait. Mathieu Kassovitz. Il nous faut être vigilant et impitoyable. Mathieu Amalric. Tu vises qui en réalité? Si ça tenait qu'à moi, je virerais tout le monde. Он хочет связаться с нами. Почему бы и не спросить у него? Vous avez tous œuvré pour qu'il nous échappe sans cesse. Il s'est vendu aux Américains, maintenant il se vend aux Russes. Ce type est un traître. Point. هواية من كوادر داعش اسمه منها. Celui qui deviendra le leader de l'intelligence artificielle sera celui qui dominera le monde. Les Russes pensent qu'on est des couillons. Il y a plein de trucs que je sais faire qu'ils savent pas faire. Plug any drive into this computer because you would be arrested immediately for espionage. Вообще здесь нет туристов. Я нет турист. De Bailly ne se vendra pas aux Russes. Et s'il n'avait pas le choix? L'affaire Malotru est la pire catastrophe interne que la DGSE ait jamais connue. Bonjour Mathieu Kassovitz. Bonjour. Comment allez-vous? Bien et vous? Pas mal. Dans la série, vous êtes donc Paul Lefebvre, dit Malotru. Un jeu de masques et d'identité. C'est peut-être la première ressemblance qu'on peut trouver entre le métier d'agent secret et celui d'acteur. Vous en voyez d'autres? Le mensonge. Quand Donc, on est acteur c'est à peu près aussi. la même chose. C'est la base du métier d'acteur. Je croyais que le cinéma, c'était une recherche de vérité. Le cinéma est fait pour faire semblant. Pour ceux qui essaient d'approcher la vérité, c'est très difficile et c'est beaucoup de travail. Donc on fait semblant. Tout le temps. Ben oui, sinon ça s'appelle du documentaire. Vous êtes devenu espion par cooptation, en tout cas c'est comme ça qu'on le devient, aussi dans le Bureau des légendes, et acteur. C'était par vocation ou là encore par cooptation? Par cooptation, puisque j'étais formé en tant que metteur en scène. La facilité de jouer ses propres rôles dans ses propres films fait que je suis devenu acteur par facilité en fait. Par l'envie aussi de vivre des vies inventées pour vous par d'autres? Non, mais l'envie de participer à des bons projets, des bons films, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en tant qu'acteur ou que technicien ou sur n'importe quelle fiche de paye, du moment on participe à un projet qui est intéressant, c'est ma seule motivation réelle. Il y a des moments où, dans une vie d'acteur, on peut se perdre à force de passer d'une identité à l'autre, comme un agent, comme Malotru, peut aussi finir par ne plus savoir, dans le dilemme, dans le choix, ou dans les choix qui lui sont soumis, où sont les bons choix à faire et qui il est vraiment. Non, je pense qu'il n'y a aucun rapport à ce niveau-là. Le travail
de légende pour les services de renseignement est un travail qui implique sa vie, qui implique des décisions et une vie constamment sous le drapeau d'un autre. Ça, c'est quelque chose qui peut être effectivement très traumatisant, et c'était le sujet de la première saison du Bureau des légendes, qui était comment un agent spécial qui revient de 6 ans de travail à l'étranger se réadapte à une vie normale où il n'a même pas le droit de parler de ce qu'il a fait. Le métier de comédien est très réglementé par une certaine facilité et une certaine aisance. Ça n'a rien à voir, non. Les acteurs qui se disent choqués par les rôles qu'ils ont traversés, soit ils ont eu la chance de rencontrer des rôles effectivement extrêmement puissants qui les ont amenés ailleurs, soit ils ont des problèmes à la maison et ils préfèrent se réfugier chez les autres. Et vous, ça va à la maison ? Très bien. Très bien. C'est étonnant quand même comment ces thèmes vous suivent, Mathieu Kassovitz, agent déjà dans Munich de Spielberg, usurpation d'identité aussi dans Un héros très discret de Jacques Audiard, le thème de la métamorphose, de l'anonymat, toujours au centre du film de Mathieu Delaporte, Un illustre inconnu, celui de la double vie dans Happy End de Michael Haneke, la disparition dans Vie sauvage de Cédric Kahn. À l'écran, vous êtes quand même vraiment souvent l'homme aux identités doubles ou troubles. C'est un hasard. Écoutez, je dois être un mystère pour tous ces gens-là. Je sais pas, non, c'est vrai que c'est marrant. Mais je pense que c'est aussi la base de tout ce que fait un héros de cinéma. C'est généralement des gens qui sont partagés entre différentes sensations, différents sentiments et différentes moralités. Donc je pense que c'est le but. Le personnage de Malotru en est l'exemple même. La question de l'identité, elle est terriblement d'actualité, elle est omniprésente aujourd'hui. Est-ce qu'elle est venue remplacer d'autres croyances ou d'autres idéologies peut-être ? Est-ce qu'elle vous travaille vous aussi, identité de genre, identité religieuse, identité d'origine, de race ? Est-ce que cette question d'identité pour vous est importante ? Qui vous êtes ? Non, ce qui est important, c'est de savoir d'où on vient. Après, ça vous permet de savoir qui vous êtes, mais l'histoire de l'identité, de préserver son identité, absolument, je pense que c'est obsolète. Je pense que l'avenir est au métissage, par matière arithmétique, c'est simple, les gens se mélangent de plus en plus, et la culture, elle est importante pour comprendre d'où on vient, et mais pas pour comprendre qui on est, parce qu'on n'est pas forcément le résultat de sa culture, on est le résultat de la culture des autres aussi, on est le résultat de beaucoup de choses, donc c'est important de savoir où est sa base, pour avoir un minimum de structure culturelle sur son identité, mais pas plus que ça. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est ce qui se passe au moment même où on le vit. Donc si vous voulez ne pas vous mélanger aux autres, si vous voulez préserver ce que vous êtes, ce que vos grands-parents ont été, tant mieux vous fasse, mais je pense que c'est une vision très obsolète de notre société. Mais qui répond à quoi pour vous, ces identités figées, l'envie de les figer ? C'est les peurs, les gens sont figés dans leurs peurs parce qu'ils n'ont pas de... Il manque de courage, de culture, ou tout simplement d'accès à d'autres choses qui leur permettraient d'ouvrir un petit peu leurs horizons. Mais après, c'est mon point de vue. Dans cette 4e saison du Bureau des légendes, pas des légendes, il y a encore question de dilemme au cœur de cette intrigue romanesque entre le patriotisme et des choix plus personnels, la tension entre l'engagement et les sentiments, les affects, cette tension aussi du polar, celle avec des passions qui peuvent être exacerbées. Dans la série, vous êtes, banni parce que vous avez trahi par amour, vous vous êtes vendu à la CIA, au cinéma. Votre parcours à vous, il a été fait de fidélité, Mathieu Kassovitz. À quel niveau ? Il y a eu beaucoup de dilemmes dans vos choix, ou est-ce que vous avez suivi des fidélités dans vos choix de réalisateurs, les choix des projets que vous acceptiez, dans les projets que vous avez portés et menés aussi moi, comme réalisateur ? En tant que réalisateur, oui, parce que j'ai quelque chose à dire et je suis en réaction au monde qui m'entoure. Donc ça, oui. En tant qu'acteur, non, parce qu'en tant qu'acteur, les acteurs on est soumis à la volonté des autres. Si quelqu'un nous veut, on accepte ou on dit non, mais c'est rare les acteurs qui disent non, parce qu'on n'a pas beaucoup de choix et que
et qu'il faut qu'on travaille. Donc je suis au contrôle de ma vie en tant que réalisateur. En tant que comédien, je suis victime du talent des autres, et j'ai beaucoup de chance d'avoir eu la chance de travailler avec des gens de talent, justement. Ce qui me permet de compenser un petit peu mon manque de travail de réalisateur à travers le travail des autres. Je suis très heureux de voir un réalisateur faire son travail et de me dire, tiens, je peux le rester les bras croisés à le regarder faire et à travailler très peu pour lui et à me mettre à son service. Loyauté, fidélité, honneur, c'est des mots qui ont encore un sens aujourd'hui ? Oui, ça c'est la base. C'est pour votre structure personnelle. Vous êtes obligé d'avoir une moralité que vous devez suivre, ou sinon vous trahissez vous-même. Et après, c'est vous face à votre miroir. Donc ça, c'est des valeurs qui sont omniprésentes dans cette série, Le Bureau des légendes, une série qui est à la fois, ou qui se veut très réaliste et patriotique. Vous êtes assez patriote dans la vie, vous, pour avoir eu envie d'incarner ce rôle, titre dans cette série, qui est quand même, d'une certaine manière, la voix de la France sur la scène géopolitique. Bien sûr, je suis très très patriote, je suis très fier d'être français, et c'est pour ça que j'ai une grande gueule, parce que ça fait partie de notre culture, et puis surtout parce que j'essaye de défendre des idées qui sont purement des idées de la République française. Donc on est fier de notre culture, on est fier encore une fois, on parlait d'où vient notre culture et est-ce qu'on doit la défendre, mais elle se défend d'elle-même. Il ne faut pas avoir peur de la faire bouger. Et donc, oui, je suis patriote, mais je ne suis pas patriote comme nos grands-parents ont pu l'être. Je suis un patriote actif qui remet en question ce qu'il voit tous les jours. C'est pas parce que je suis français et fier d'être français que je suis d'accord avec tout ce qui s'y passe. Mmh. Agent secret dans Le Bureau des légendes, gendarme dans L'Ordre et la morale, que vous aviez réalisé, qui était sorti en 2011. Il y a un sens de la discipline quand même, en tout cas dans les rôles que vous exercez. Non, mais je suis admiratif de tous les gens qui s'engagent qui engagent leur vie dans des grandes causes. Dans des grandes causes, bien sûr, évidemment. Quand je travaille on parle de la Nouvelle-Calédonie, dont il va y avoir un référendum sur l'indépendance là dans 2 semaines. Travailler avec les Kanaks, travailler avec le GIGN, essayer de comprendre ce qui s'est passé, travailler avec les politiques, tout ça, c'est quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est de savoir. Les militaires sont généralement des gens forts et respectables. Le problème, c'est les causes pour lesquelles ils se battent qui sont compliquées. Et ça, c'est plus dans les mains des politiques. Ça fait partie un peu de vos paradoxes, parce que parmi vos têtes de Turc sur les réseaux sociaux, en tout cas le dernier sur lequel vous êtes encore présent, il y a Donald Trump, notamment, qui est quand même un président patriote aussi à sa manière, qui porte la voix de l'Amérique, qui la veut grande et rétablie. Voilà. Il y a la police aussi, bien sûr, qui fait partie plutôt de vos têtes de Turc aussi. Bien sûr, parce que je les engage à faire un travail qui soit un travail propre. Ils ont 2 fois plus de responsabilités qu'un citoyen normal. Ils se sont engagés pour nous diriger, pour nous protéger. Donc on a besoin de leur part d'une attitude irréprochable. Et quand ils ne le sont pas, je leur rentre dedans. Ouais. Attitude irréprochable pour juger de la vôtre dans Le Bureau des légendes. Il y a un petit nouveau dans cette 4e saison, c'est Mathieu Amalric, pour nous consoler d'avoir perdu Daroussin sur le théâtre des opérations. Amalric, en patron des patrons, bien décidé, lui, à ne pas se sacrifier pour vous sauver. Vous vous êtes rencontrés sur le tournage ? Oui, on s'est croisés 2-3 fois, on a une scène ensemble. Ouais. Il y a une scène ensemble. Non, c'est marrant, mais c'est marrant de voir Amalric qui arrive dans une machine de guerre comme celle-là. C'est pas son habitude de faire des 6 minutes par jour avec des grandes pages, des traînées de dialogue, mais et puis surtout de rentrer dans le rythme des autres, parce que on est 4e saison, donc on est bien rodé déjà. Et vous, comment vous êtes entré dans le rythme de Éric Rochant, de cette série, de cette saison ? Un cinéaste que vous affectionnez, Steven Spielberg, lui, dit toujours privilégier l'angoisse sur la maîtrise. Mais l'inquiétude, c'est mon moteur. L'angoisse est une énergie. Je ne sais pas faire un film si je suis sûr de moi. Ce que je maîtrise, je le rate. C'est très simple, je me plante. Si j'aborde quoi que ce soit avec trop de confiance, l'angoisse de ne pas savoir ce que va apporter la journée de tournage, de ne pas savoir si je serai à la hauteur du scénario que je réalise, si je saurai mener les comédiens dans la bonne direction. Cette angoisse-là, c'est pour moi mon carburant détonateur. Je ne pourrais pas être metteur en scène, je n'étais pas un metteur en scène angoissé.
Vous carburez à quoi, vous, Mathieu Kassovitz? Quand j'étais metteur en scène, la même chose. La différence entre Steven et les autres, c'est qu'il est dans cette angoisse-là, mais quand ce film sort, il fait un carton énorme qui lui prouve qu'il a raison. Quand on s'engage dans ces films-là, qu'on met sa vie, parce que c'est vrai que c'est des angoisses énormes d'être réalisateur, d'être auteur-réalisateur, de pouvoir s'engager et de mettre son talent devant tous les yeux de tout le monde, tout le temps. C'est très difficile et c'est la limite de ces talents. Quand Spielberg sort ce truc et que ça marche, il se dit bon, j'étais angoissé mais pour des bonnes raisons. Quand on fait un film et que ça marche pas, on se demande si on s'était pas planté, si on vaut vraiment le coup ou pas. Et puis surtout, les producteurs vous posent la même question, est-ce que vous valez le coup aussi? Donc moi, la tension et la nervosité et l'angoisse fait partie de mon moteur, exactement comme Steven. Je trouve que son discours est absolument magnifique et que ça fait tout l'intérêt du travail de réalisateur, c'est cette angoisse-là. Le problème, c'est qu'à partir d'un certain moment où tu te bats pour des choses et que ça passe pas, ou que quand tu le fais à travers des films de grands spectacles, ça va. Mais quand tu le fais sur des choses politiques, sur lesquelles tu t'engages toi à un niveau intime et que ça passe pas au niveau du public, ça devient très compliqué parce que c'est pas un échec, juste un échec commercial d'un film, c'est toutes tes idées qui tombent à l'eau et c'est tout ton travail qui tombe à l'eau. Donc moi je fais des films qui s'engagent à chaque fois, je fais très peu de films de pure entertainment et c'est de plus en plus difficile d'affronter des échecs ou même les succès. Le problème c'est pas vraiment est-ce que les gens vont voir le film ou pas, c'est l'intérêt qu'on peut leur porter. Et je trouve qu'aujourd'hui le cinéma est complètement n'a plus ce romantisme qu'il avait avant et ça m'enlève beaucoup de motivation. Ça, c'est une blessure que vous partagez, ou vous avez peut-être discuté ensemble avec Éric Rochant, c'est-à-dire tous les deux premiers films qui ont vraiment rencontré leur public, qui vous ont fait tout de suite et très jeune connaître du grand public, La haine pour vous, Un monde sans pitié pour Éric Rochant, et puis après des films auxquels vous avez l'un et l'autre beaucoup tenu, qui ont moins rencontré leur public ou été moins faciles aussi à monter dans le milieu du cinéma. Éric Rochant, lui, il a trouvé sa porte de sortie ou sa nouvelle porte d'entrée à travers la série et le Bureau des légendes. Vous avez rebondi comment? Vous en avez tiré quelle leçon? Je sais pas, on verra mon prochain film. Il y en aura un prochain? On verra, ouais, on verra. Pour l'instant, comme j'ai de la chance de travailler sur des bons films des autres... c'est simple, hein. À mon avis, je suis mieux payé qu'Éric Rochant pour 100 fois moins de travail et 10 fois plus de reconnaissance. Et comme j'ai été dans la peau d'Éric Rochant, à travailler avec des acteurs qui étaient beaucoup plus payés que moi et qui reçoivent tout le bénéfice, tandis que toi, tu te fais taper à coups de bâton à la sortie du film, au bout d'un moment, tu es obligé de reconnaître un certain confort là-dedans et pourquoi pas t'y plaire aussi, c'est pas forcément honteux de profiter de la vie. Un confort dans le rôle de l'acteur. Non, puis surtout c'est tellement, ouais, exactement, c'est tellement de travail. Ce qu'aligne Eric, quand nous on travaille, il a toujours un truc d'avance. Et là, il est déjà en train de préparer la saison 5. Donc c'est un travail énorme, et ce travail-là, que je connais, que j'ai vécu de mon côté, je suis très heureux de ne pas avoir à le faire. Alors ce travail et ce gouffre, cet abysse que ça peut aussi représenter, Éric Rochant nous en parlait, il a un peu son rond de serviette désormais à la grande table, il est venu ici, on a fait une masterclass ensemble, et voilà ce qu'il nous disait des affres de la création, des difficultés de l'écriture. Chaque année, c'est une tannée. Cette année, c'est affreux. Donc là, vous travaillez sur la saison 4. Je travaille sur la saison 4, mais c'est une torture. C'est très douloureux. C'est alors là, pour le coup, quand on écrit, on est vraiment seul avec sa propre puissance, quoi, en fait. Donc là, je touche le fond. Donc, il est probable que pour la prochaine saison, ce soit plus compliqué. On ne sait jamais. Mais il faut toujours, effectivement, quand même renouveler le désir. C'est ça le truc, c'est renouveler le désir. Saison 3, saison 4, pendant 3 saisons, on a finalement trouvé notre compte. Je dis nous, parce que je suis pas tout seul à l'écrire, je suis en particulier avec Camille de Castelnau, quand même. On a une équipe et j'ai quelqu'un avec moi pour qui écrit avec moi, mais on a besoin d'avoir un manque, de se dire, ça on n'a pas réussi à le faire,
ça on l'a pas fait, et ça on a envie de le faire. On n'a absolument pas envie de raconter les mêmes histoires, de rechercher, de fouiller les mêmes thèmes, de fouiller les mêmes émotions, alors qu'à la fin, on raconte la même chose. Ça revient toujours à la même place. Mais en tournant rond, on creuse. Une série permet probablement avec le temps de dire peut-être plus profondément la vérité sur les choses. On creuse quoi? On creuse des sentiments, on creuse une vie, on creuse une existence. Alors ça, c'était il y a 1 an à peu près. Il était en pleine écriture de la saison 4. Il dit ça tous les ans. Oui, j'imagine. Il a fini par en accoucher de cette saison. Mais il adore ça, parce que sinon il ne le ferait pas. C'est ça qui est intéressant avec le travail de création, à tous les niveaux de création, que ce soit l'écriture. Mais l'écriture est très dure, parce que, enfin bon, j'imagine tout, la peinture, la sculpture, tout ce qui est où tu es toi tout seul, où il y a très peu d'interaction technologique entre toi et ton œuvre. La différence, c'est que l'écriture, pour un réalisateur, c'est peut-être une des seules différences avec tout le reste, c'est que quand un sculpteur sculpte, ça va être le résultat final. Même s'il fait 2-3 ébauches, il va faire le résultat final. Quand on écrit un scénario, aussi beau qu'il faut qu'il soit, il faut qu'il fasse pleurer le lecteur, malgré tout, ça va à la poubelle, parce que c'est pas ça que les gens vont lire. Et ce qu'ils vont voir, c'est le résultat final, ce qui est le film. Donc on passe déjà un temps et une douleur énorme, comme un écrivain, pour écrire un roman qui ne sera jamais publié. Et ça, c'est très 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 douloureux, parce qu'il n'y a aucune satisfaction réelle, et c'est que, comme le disait Eric, vous êtes seul face à votre propre impuissance et votre manque de talent. Donc c'est très difficile de se mettre tous les jours face à la feuille, se dire bon bah voilà où s'arrête mon intelligence. D'une saison à l'autre, on repart pas de zéro. Quand même, c'est aussi ça peut-être la difficulté. Pour continuer, il faut réveiller le désir, dit Éric Rochant. Est-ce que vous, il est parvenu à vous surprendre d'une saison à l'autre, dans la manière de faire évoluer votre rôle aussi? Oui, enfin, c'est pas qu'il me surprend il me surprend sur l'ensemble du truc. C'est que c'est la tenue de tous les personnages de la série depuis le début, le sérieux, la rigueur à laquelle il s'astreint, parce que s'il sortait un petit peu de cet hyper-réalisme auquel il tient absolument, parce que c'est là-dessus que tient la série, on pourrait s'amuser beaucoup plus, on pourrait faire des scènes beaucoup plus virevoltantes, et ça leur permettrait à eux, les écrivains, de prendre des respirations. Mais encore une fois, moi j'ai eu la même expérience sur L'Ordre et la Morale, où je faisais un travail de reportage, et je devais être dans une réalité, et j'ai pas pu faire ce que je voulais faire en tant que réalisateur, parce que j'étais tenu par mon sujet. Et là, je suis surpris, là où il me surprend tous les ans, c'est qu'ils tiennent leur sujet, et que tous les ans, ils le font évoluer, mais je suis pas plus surpris que ça, parce que le monde évolue. Et que les politiques évoluent, la géopolitique évolue, et qu'on sait un petit peu où ça va. Donc on peut aussi un petit peu se donner une direction sur les prochaines années que peuvent avoir le Bureau des légendes. Ça m'étonnerait que ça aille de mieux en mieux. Mais en tout cas, vous ne manquez pas de désir quand il s'agit de reprendre ce rôle et de retrouver ce personnage, vous, à la 4e saison aujourd'hui? Tant que c'est aussi talentueux et aussi profond et aussi réel, je suis là. Lui, c'est notre invité, Mathieu Kassovitz, jusqu'à 12h30, encore quelques minutes encore. Ne bougez pas. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. Alors à propos, vous avez tourné dans le Bureau des légendes avec Pascal Ferrand comme avec Éric Rochant. Les réalisateurs changent d'un épisode à l'autre. Ça fait vraiment une différence d'être filmé par une femme ou par un homme? Non. Mathieu Kassovitz, non? Non, il y avait Antoine, il y avait plusieurs réalisateurs, il n'y avait pas qu'elle, mais non, ce qui est intéressant, c'est de changer de réalisateur à chaque fois, de voir les styles différents. Vous, qui réalisez avant tout aussi, vous lanceriez dans une série? Oui, j'ai un ou deux projets de série, mais encore une fois, pour se lancer dans une série, il faut déjà avoir le projet sur lequel vous savez que vous pouvez avoir ce qu'on appelle des jambes, c'est-à-dire que ça peut courir sur longtemps et que vous n'allez pas être bloqué dans 2 saisons à vous dire bon, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire, parce que c'est là que ça devient difficile. Mais si on a des bons trucs, c'est intéressant la série, parce que ça permet de développer des choses qu'on ne peut pas faire au cinéma, et c'est culturellement intéressant, intellectuellement très intéressant. Des jambes et un corps. Alors il est en une des Inrocks cette semaine, torse nu. Bon, un corps aussi pour Sparring, ce film sur la boxe qui est sorti l'an passé, comme pour le Bureau des légendes. Pas de doublure, les coups, vous vous les êtes pris en vrai, les cascades, vous les avez réalisées en vrai. Et pour les scènes d'amour, c'est la même chose? Vous engagez votre corps de la même manière? C'est quoi ces questions-là? Non, c'est une tentative. Mais avec grand plaisir, malheureusement, j'ai pas... J'essaie de teaser sur le Bureau des légendes, moi. J'ai pas assez...
je ne fais pas de rôle romantique et j'adorerais pouvoir faire ce genre de choses au cinéma. Malheureusement, il y en a un petit peu dans le Bureau des légendes, mais je ne dois pas dire que ce soit les grands moments d'érotisme auxquels on peut s'attendre. Là. Dans Quand Dieu boxait en amateur, le romancier Guy Bollest, un roman qui vient de sortir à la rentrée, écrit au sujet de la boxe. La boxe n'est pas un jeu, on joue à la raquette, on joue au ballon rond, on ne joue pas à la boxe. C'est pour ça qu'on l'appelle le noble art, car il faut de la noblesse pour montrer sur un ring. Il faut même être artiste pour bien savoir boxer. La beauté du coup de poing demeure autant dans l'esquive du frappé que dans la dextérité du frappeur. Vous boxez pour la beauté du geste, Mathieu Kassovitz? Je boxe exactement pour ce qu'il raconte. Exactement ça. La boxe est un jeu d'échecs de la vie et qui vous met face à vous-même et pas face à votre manque de talent ou est-ce que vous êtes intellectuellement... c'est tout un ensemble, c'est votre mental, c'est votre force, c'est votre intelligence, c'est votre capacité à endurer la douleur, à endurer votre propre douleur. C'est très très fort la boxe et pour moi c'est effectivement le sport le plus noble parce qu'il est, encore une fois, il n'y a besoin d'aucune technologie pour le faire et il faut juste se mettre face à soi-même et s'avouer des choses qui sont très difficiles à s'avouer souvent. Il me reste 1 minute, Mathieu Kassovitz. Dans la deuxième partie de l'émission, nous recevrons Jean Birnbaum et Marc Witzmann pour revenir avec eux. En tout cas, ils ont tenté de le faire dans leurs essais respectifs aux origines de la haine. La majeure partie de cette nouvelle saison du Bureau des légendes se situe en Russie, mais il y a aussi et encore une petite partie de cette nouvelle saison qui se passe en Syrie, à la recherche des djihadistes français. Cette archéologie de la haine, cette compréhension du phénomène djihadiste, c'est donc de ça qu'on va discuter dans une vingtaine de minutes. Vous êtes le réalisateur bien connu de La haine, sorti en 95. Est-ce que c'est un trait d'époque pour vous aujourd'hui encore, la haine? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot? Écoutez, tant qu'il n'y aura pas de justice pour Adama et que les gendarmes qui ont tué Adama Traoré ne seront pas mis en examen, la haine ne sera jamais un trait de mémoire et la haine sera toujours d'actualité. Tant qu'on n'aura pas appris de nos propres leçons et que les politiciens et que la justice ne rendent pas justice pour tout le monde, quand on voit que Valérie Pécresse est en train de dire qu'il faut avoir une double peine dans les quartiers pour les gens qui commettent des crimes, ça me donne envie de frapper un politicien parce que c'est eux qui doivent avoir une double peine quand ils font ce qu'ils font. Et quand un policier fait quelque chose d'illégal, c'est lui qui devrait être en double peine. C'est tous les gens qui prennent la responsabilité de s'occuper de nous et de nous diriger. Ces gens-là devraient être sous la double peine si jamais ils commettent des crimes. C'est l'inverse de ce que la société vit. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, que les gens qui sont en bas doivent être respectés et que les gens qui sont en haut doivent nous respecter, il n'y aura jamais de justice. Merci beaucoup, Mathieu Kassovitz. Merci à vous.